Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué que l'on utilise assez souvent les noms de grands personnages pour désigner les engins spatiaux, les astres ou encore des régions du système solaire. Le célèbre astronome italien Galileo serait sûrement étonné d'apprendre que 500 ans après sa disparition, le système européen de navigation par satellite GPS porte son nom, ainsi que la sonde de la NASA qui a étudié durant 8 années la planète Jupiter et son cortège de satellites naturels. De même pour Isaac Newton et Albert Einstein qui ont donné leur nom à des télescopes spatiaux. Comme nous l'avons évoqué récemment, on a baptisé les deux vastes régions situées aux confins du système solaire d'après le nom de grands savants, la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. On connaît aussi les grands télescopes spatiaux du nom de Edwin Hubble, de James Webb, de Johannes Kepler ou encore William Herschel. On pourrait se demander comment se sentiraient ces hommes s'ils avaient su qu'un jour on utiliserait leur nom de cette façon. Comment se sentirait-on si un jour notre propre nom servait à baptiser un engin spatial ou une portion de l'univers ? Rappelons au passage que nous avons consacré un balado à la nomenclature astronomique, à savoir le numéro 125, Comment nomme-t-on les astres du firmament ? Aujourd'hui, nous allons donc parler de quelques-unes des personnes qui figurent à présent au firmament, qui sont donc celles et ceux qui ont le privilège de figurer quelque part dans l'espace. C'est la question que Cédric Caillot nous a récemment adressée, et celui-ci s'entretient avec Claude Lafleur pour en obtenir la réponse. Merci Florent et bonjour Claude. Alors effectivement, dans la question que je vous ai adressée, je voulais en savoir un petit peu plus sur qui sont les Gerald Kuiper, les Jan Oort, Joseph Lagrange, James Webb, etc., dont on entend parler de temps en temps dans les balados Voyage dans l'espace. Leurs noms nous sonnent familiers, on les entend souvent, mais je suis pas sûr qu'on sache vraiment qui sont ces personnes à qui on rend hommage pour désigner des engins spatiaux ou des régions de l'espace. Mais peut-être pour commencer, est-ce que Claude, tu pourrais nous rappeler de quelle façon justement on nomme des engins spatiaux ou des objets dans l'univers qui s'occupent de quoi sur cette désignation d'objets ? En fait, il s'agit de deux procédés différents. Par exemple, dans le cas des satellites et des engins spatiaux, c'est celui qui finance le projet qui décide comment il va l'appeler en fonction de ses propres critères. Par exemple, dans le cas de la NASA avait choisi d'appeler ses premières capsules Mercury, Gemini, Apollo, et la NASA fait souvent appel à la mythologie gréco-romaine. Dans le cas de Apollo, c'est l'appellation anglaise de Apollon, le fameux dieu grec qui est le fils de Zeus. Il faut savoir qu'Apollon avait une jumelle qui s'appelle Artémis, on va en parler dans quelques secondes, et Apollon, évidemment, c'était le dieu de la lumière, c'est le dieu des arts, c'est le dieu de la beauté masculine. Donc, quand on parle d'Apollo, on parle d'Apollon, le dieu grec, d'après lequel a été nommé le programme Apollo de retour sur la Lune. D'accord. Et donc, comme Apollon et Artémis étaient jumeaux, j'imagine que c'est pour cette raison que les Américains ont appelé leur programme de retour sur la Lune Artemis. Exactement. En fait, c'est en mai 2019 que l'administration Trump a décidé d'appeler son projet de retourner des astronautes sur la Lune, de l'appeler Artemis. À l'époque, Jim Bridenstine, qui était le patron de la NASA, avait expliqué que les premières fois que des hommes ont marché sur la Lune, c'était sous le nom d'Apollon ou d'Apollo. Or, il s'avère qu'Apollon avait donc, comme je disais, une jumelle qui s'appelle Artemis, qui est considérée aussi comme la déesse de la Lune. Et d'affirmer Bridenstine, je trouve ça magnifique que 50 ans après Apollo, le programme Artemis amènera le prochain homme sur la Lune et la première femme sur la Lune. C'est pour ça que le programme a été nommé Artemis et il faut avouer que c'est quand même très astucieux comme appellation. Effectivement. Alors, pour bien synthétiser, si je te suis bien, les engins spatiaux, eux, on leur donne des noms par rapport aux agences ou aux entreprises qui les financent. Comment ça se passe pour les astres, on va dire, naturels du système solaire ? Comme on l'expliquait dans le balado 125,
qui parle de la nomenclature des astres, comment s'appellent les astres qui sont dans le firmament. Cette nomenclature-là dépend de l'Union astronomique internationale. C'est l'UAI qui a mis au point différentes méthodes pour désigner, par exemple, si vous découvrez une comète, il y a une certaine façon de la désigner. Si vous découvrez un astéroïde, il y a une autre façon de la désigner. Si vous découvrez une planète ou, par exemple, un satellite naturel, encore là, il y a des façons de la désigner. Et aussi, l'UAA détermine comment on va appeler les formations géologiques et la topographie des astres du système solaire. Mais il faut dire une chose, c'est que si, entre-temps, on découvre un objet, on découvre une comète, ou un objet quelconque, il peut s'écouler quelques années avant que l'UAE attribue la nomination officielle, la nomenclature officielle. Donc là, vous pouvez le surnommer en attendant. On pourrait prendre l'exemple du petit astre que la sonde New Horizons a survolé après avoir étudié Pluton. On en parlait dans le balado 170 à la recherche d'une 9e planète. Le fameux petit astre, dans un premier temps, on l'a appelé Ultima Thule. C'était une appellation officieuse qui a servi au moment du passage de la sonde près de cet petit objet. Et plus tard, il a reçu l'appellation de Arrokoth. Donc, c'est pour ça, des fois, que les astres ont plus qu'une appellation, parce qu'il y a une appellation officieuse, qu'on utilise d'ailleurs des fois plus souvent que l'autre, et il y a l'appellation officielle. Puis souvent, les appellations officielles, comme on l'expliquait dans le balado 125, c'est complexe, il y a des numéros, on va donner un matricule. Des fois, c'est plus agréable l'appellation officieuse qui passe plus couramment dans le langage. Oui, c'est ça, il y a des noms un peu provisoires, techniques, et puis ensuite, il y a des noms officieux et des noms officiels, quoi. C'est ça, exactement. Et si vous allez voir, par exemple, sur Wikipédia, la fiche qui porte sur un astre, ça peut être une étoile, ça peut être une planète, ça peut être un satellite. Vous allez voir souvent qu'il y a 2, 3, 4, 5 appellations, certaines techniques, certaines plus courantes, mais souvent, les astres portent plus qu'un nom, ce qui complique un peu plus les choses. Ok, alors, pour revenir donc sur notre sujet des personnages ou des personnalités à qui on donne des noms spatiaux. La Lune, c'est un cas un petit peu particulier par rapport aux autres astres du système solaire où on a utilisé des noms mythologiques. La Lune, c'est un peu spécial. Exactement. En fait, on prédit de façon générale que pour les planètes et les astres du système solaire, souvent, on se réfère à la mythologie gréco-romaine. D'où souvent, par exemple, les satellites de Jupiter ou de Saturne, ce sont des personnages, entre autres, on s'est beaucoup inspiré aussi de Shakespeare. Donc, on va dans la mythologie. Dans le cas de la Lune, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a décidé, ça c'était avant même que l'Union astronomique internationale existe, on a décidé de donner des noms de personnes au cratère de la Lune. Évidemment, il y a un nombre infini de cratères. Fait qu'on a souvent honoré des personnages. Par exemple, il y a des grands cratères importants qui ont été nommés au nom de Tycho Brahe, de Copernic, d'Aristarque, d'Archimède, etc. Il y a d'autres cratères qui reçoivent des noms de savants plus contemporains. Par exemple, Louis Pasteur a un cratère en son nom, Konstantin Tsiolkovsky a un autre cratère. Il y a même des écrivains qui ont leur cratère sur la Lune. On pense entre autres Jules Verne, il y a un beau cratère qui s'appelle Jules Verne. Donc, sur la Lune, ce qu'on a décidé, c'est non pas de se référer à des personnages mythologiques, mais à donner des noms de personnages, de personnes qui ont vraiment existé au cratère de la Lune. Et comme il y a un nombre infini de cratères, il y a de la place pour tout le monde. Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses, du coup, à nommer sur la Lune et ailleurs. Et j'imagine que, ayant recours à des noms de la mythologie ou à des personnages de l'Antiquité, au bout d'un moment, on va se retrouver face à un problème. Ben exactement. En fait, on finit par être un peu à court de noms. Dans le fond, c'est que parfois, on est même rendu à reprendre le nom de personnages mythiques ou mythologiques. Plusieurs fois, on parlait de Galilée, par exemple. Le système européen de satellites de navigation s'appelle Galilée, la sonde spatiale. Donc, on commence à manquer de noms. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce qu'on commence à faire maintenant, c'est à recourir à d'autres mythologies, notamment à celle des Premières Nations autochtones. Là, chaque peuple a ses propres personnages mythologiques, d'où le fait qu'apparaît maintenant des appellations qui nous sont beaucoup moins familières, parfois des appellations qui sont difficiles à retenir ou à prononcer. Je pourrais prendre l'exemple de Arrokoth, c'est pas si pire, Ultima Thule qu'on appelle Arrokoth, mais les gens se souviendront peut-être de la première comète interstellaire qui est passée
passé dans nos parages en 2017. Là. Donc, il a traversé le système solaire venant des confins de l'espace. On l'a appelé, d'après la mythologie d'Hawaï, je pense, Umehameha. C'est pas évident à se rappeler, c'est pas évident à prononcer. Donc, quand on parle de mythologie, de différents peuples, ben, on a des noms moins familiers, des noms plus difficiles à prononcer. Il y en a même des noms qui sont très difficiles à prononcer, mais comme on est à court de personnages mythologiques dans notre propre mythologie, ben, on va ailleurs. Ben oui, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, une fois qu'on a épuisé les noms mythologiques gréco-romains, les noms de l'Antiquité, etc., j'imagine qu'on essaye de piocher dans des noms peut-être de savants ou de scientifiques, on va dire, un peu plus récents, un peu plus proches de notre époque. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir des personnages. 2 exemples en particulier. D'abord, le plus récent grand télescope que la NASA a placé dans l'espace a été nommé d'après James Webb. Hein, on parle du James Webb Space Telescope. Tandis que, et ça, c'est chose exceptionnelle, la NASA a lancé il y a quelques années une sonde pour étudier le Soleil et cette sonde-là a été baptisée d'après un savant qui s'appelle Eugene Parker. Fait qu'on parle de la sonde Parker Solar Probe ou PSP. Donc, on prend des gens qui ont existé récemment à qui on attribue des noms et là, ça nous permet de faire des découvertes intéressantes comme on va le voir. Mm-hmm. Et alors, pourquoi le nom de Parker, tu dis que c'est exceptionnel? Qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que normalement, quand on attribue un nom à une sonde, on s'attend à ce que on attend toujours que la personne soit décédée avant d'utiliser son nom. Mais dans le cas de la sonde Parker, ce qui est exceptionnel, c'est que Eugene Parker était encore vivant au moment du lancement de cette sonde-là, le 12 août 2018. D'ailleurs, Parker, qui avait alors 91 ans, a assisté au lancement de sa sonde, ce qui est un fait unique dans les annales de l'exploration spatiale. En fait, Parker est décédé 3 ans plus tard, mais c'est le seul cas où on a nommé un engin spatial ou un astre du système solaire d'après quelqu'un qui est encore vivant. Oui. Et effectivement, c'est assez particulier parce que on attend d'habitude que la personne soit décédée. Pour quelle raison? C'est toujours parce que, si on peut dire, on ne sait jamais. Hein? C'est-à-dire qu'une personne peut bien avoir un parcours remarquable dans un domaine et par ailleurs, tomber dans la déchéance pour quelque chose d'autre. En fait, je n'aimerais pas de cas, là, mais je pense que vous avez vos propres exemples en France de gens qui ont connu des carrières artistiques exceptionnelles, mais qui ont par ailleurs eu des comportements totalement inacceptables. On a aussi la même chose ici au Québec, des cas comme ça. Ce qui fait qu'on attend toujours qu'une personne soit décédée pour s'assurer qu'elle mérite l'honneur qu'on va lui faire en nommant quelque chose d'important. Et là, je parle d'engins spatiaux ou d'astres, mais c'est la même chose des fois sur Terre. On va nommer une rue, un bâtiment, quelque chose comme ça. On attend toujours normalement que la personne soit décédée pour s'assurer qu'on ne découvrira pas plus tard que c'est quelqu'un de remarquable et qui a eu des comportements totalement inacceptables à d'autres niveaux. Oui, on va dire que c'est une règle de prudence. Exactement. Et puis ça évite, j'imagine, d'avoir à rechercher un nom éventuellement ultérieurement. C'est ça, exactement. Alors, tu as parlé de Eugene Parker. C'était qui comme personnage? Qu'est-ce qui lui vaut cet honneur d'avoir son nom dans l'espace? En fait, Eugene Parker, il est né en 1927. C'était un grand spécialiste du Soleil. En fait, pour ne pas dire que c'était peut-être le plus grand spécialiste du Soleil. On le considère d'ailleurs souvent comme le père de l'héliophysique. Hélios, c'est l'appellation grecque du Soleil, donc l'héliophysique, c'est la physique du Soleil. Entre autres, Parker, en 1958, il avait imaginé qu'il y a du vent qui provient du Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire. Il a imaginé le concept qui a été confirmé quelques années plus tard par les premières sondes spatiales, entre autres Mariner 2 en 1962. D'ailleurs, Parker a mené tellement d'études à propos du Soleil, à propos des mécanismes, comment fonctionne le Soleil, que plusieurs procédés de physique du Soleil et des plasmas portent son nom. Différents principes assez techniques, là, on ne rentre pas dans le détail, mais il a vraiment marqué toute la science qui entoure le Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la sonde Parker, qui est à l'œuvre autour du Soleil,
cherche à résoudre un grand, grand mystère. En fait, ce qu'on avait découvert il y a déjà plusieurs décennies, c'est un phénomène assez curieux. Il fait plus chaud à quelques millions de kilomètres du Soleil que sur le Soleil lui-même. Imaginez un peu si vous faisiez un feu forêt, là, vous allumez un feu de bois ou un feu de cheminée, peut-être. Ouais. Un feu de bois. Imaginez s'il faisait plus chaud un peu plus loin du feu que dans le feu lui-même. C'est inimaginable et pourtant, c'est ce qu'on observe autour du Soleil. Et actuellement, la sonde Parker cherche à résoudre le mystère, à expliquer comment peut-il faire plus chaud à quelques millions de kilomètres du Soleil qu'à la surface même du Soleil. Donc, la sonde porte vraiment le nom de Parker, le grand spécialiste du Soleil, parce qu'elle est en train de résoudre un grand mystère. À ma connaissance, on n'a pas encore l'explication, mais la journée où on va avoir l'explication, on va peut-être découvrir un phénomène physique assez inédit. Ouais, intéressant. Et donc, oui, ce nom de Eugene Parker, on comprend que ça fait partie des noms de scientifiques qu'on utilise aujourd'hui pour donner des noms à des engins spatiaux. Mais justement, je voulais te poser une question. Le cas de James Webb, par exemple, à qui on a attribué le nom d'un grand télescope, du plus grand peut-être télescope orbital de la NASA. James Webb, il n'était pas scientifique à ma connaissance, il était plutôt fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'État américain. Pourquoi ce choix-là ? On est plus sur un profil scientifique. Absolument, tu as tout à fait raison. Hein. Précisons que James Webb il est né en 1906. C'est effectivement un haut fonctionnaire de la fonction publique américaine. Là. Il a œuvré, entre autres, au ministère des Affaires étrangères et il a été le deuxième patron de la NASA, ce qu'on appelle le deuxième administrateur de la NASA. C'est-à-dire qu'il était en poste de 1961 à 1968 et c'est sous sa gouverne qu'ont été réalisées les premières missions habitées là, du programme, entre autres Mercury et Gemini. Mais surtout, James Webb, on le considère maintenant comme on pourrait appeler ça un génie administratif qui a su savamment piloter le programme Apollo parce que c'est sous sa direction que tout l'effort que les Américains ont mis pour se rendre sur la Lune a pris son envol. En fait, on pourrait dire hein, que on lui doit à James Webb, autant qu'à Wernher von Braun, le fait que les Américains ont marché sur la Lune avant la fin de la décennie des années 60. Webb, là, moi, je me souviens à l'époque, on lisait sur... quand il était en poste à la NASA, on pouvait lire différents articles où il racontait comment il manœuvrait pour arriver à ses fins. C'est vraiment quelqu'un de remarquable. Et c'est pourquoi, en 2002, la NASA a décidé de baptiser son futur grand télescope spatial du nom de James Webb. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle du James Webb Space Telescope, où des fois, vous allez voir l'abréviation, hein, JWST. D'ailleurs, souvent, les astronomes utilisent, ils ne parleront pas du télescope Webb, ils vont parler du JWST, qui, à mon avis, est beaucoup plus compliqué à prononcer que parler du télescope Webb. Mais c'est pour ça qu'on lui a attribué son nom, c'est que c'est vraiment grâce à lui et à Wernher von Braun qu'on est allé sur la Lune en 1969. Mais James Webb on en parlait tout à l'heure, a lui aussi fait l'objet d'une controverse. Il me semble qu'en mars 2021, un commentaire publié dans le magazine Scientific American exhorte la NASA à renommer le télescope parce qu'ils ont accusé James Webb de complicité dans la purge des homosexuels dans les années 40-50 au sein de la fonction publique. Et à cette époque, James Webb occupait un poste de sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Son nom a donc fait l'objet d'une petite controverse. Ben, tout à fait. Hein? On l'a un peu oublié aujourd'hui ou on l'ignore que dans les années 40-50, il y a eu une grande purge au sein de la fonction publique américaine. Tous ceux qui étaient soupçonnés d'homosexualité ont perdu leur poste. C'est inouï quand on pense à ça aujourd'hui, bien que les temps n'ont peut-être pas tant changé que ça. Il y a donc véritablement eu une purge odieuse à cette époque-là, mais les historiens s'entendent pour dire qu'il n'existe aucune preuve à l'effet que James Webb a participé à cette purge-là, qui a été partie prenante de cette chose-là, même s'il était un haut responsable. D'ailleurs, en ce qui concerne la NASA, après avoir révisé l'affaire là, suite à l'article du New Scientist, du American Scientific, la NASA a dit n'avoir trouvé aucune preuve justifiant la raison pour changer le nom du télescope. Elle a donc décidé de conserver le nom. Donc, on parle toujours du James Webb Space Telescope.
sur une base plus personnelle, je dirais que moi, je trouve toujours un peu risqué de réviser l'histoire, de revisiter l'histoire à la lumière de nos notions actuelles, de nos normes actuelles. On pourrait toujours se demander, hein, qui sait si un jour nos petits-enfants ne nous jugeront pas très, très sévèrement pour n'avoir fait pas grand-chose, hein, pour leur avoir évité les conséquences des bouleversements climatiques qu'on est en train de provoquer avec notre surconsommation. Aujourd'hui, on fonctionne d'une certaine façon, hein, mais c'est facile de juger le passé avec les normes d'aujourd'hui, là. Et ça, c'est toujours dangereux de réviser le passé de façon rétrospective. On le fait des fois pour le passé, ben, on risque de subir la même médecine un jour. Mm-hmm. En tout cas, bon, la communauté scientifique, visiblement, fait quand même très attention à sélectionner des personnalités au parcours honorable pour désigner des engins spatiaux, des astres ou des régions du système solaire. Dans les noms qu'on connaît tous, on peut citer Galilée, bien sûr, défenseur de la thèse héliocentrique, à qui, je crois, on a attribué le nom d'une sonde jovienne, d'un astéroïde. Enfin, il y a plusieurs objets qui portent son nom. Newton, bien sûr, il y a aussi un télescope qui porte son nom. Je crois qu'il y a un cratère aussi martien qui porte le nom de Newton. Einstein, Herschel, enfin voilà, tous ces noms-là sont assez connus. Mais il y a des personnages qui sont un petit peu moins connus que cela. Dans les questions que je t'ai envoyées, je me suis posé la question de ces deux grandes régions, par exemple, qui sont situées dans les confins du système solaire, que sont la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. Ces deux noms font l'évocation de personnalités du monde scientifique. Pourquoi, par exemple, cette région de la ceinture de Kuiper, qui est située à l'orbite, au-delà d'ailleurs de l'orbite de Neptune, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle ceinture de Kuiper ? Et puis, donc on peut rappeler, hein, il s'agit de la région qui est transneptunienne, donc au-delà de Neptune, qui a fait l'objet, je crois, d'un balado numéro 170 à la recherche de la 9e planète, où on a trouvé, d'ailleurs, où on trouve Pluton et puis Arrokoth, dont tu as parlé tout à l'heure. Ce Kuiper, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Pourquoi ce nom ? Exactement. C'est un grand spécialiste de l'espace, comme on va le voir. Gerald Kuiper est né en 1905 aux Pays-Bas. C'est un astronome qui a longuement étudié le système solaire dans son ensemble. Et dans les années 1960, alors qu'on scrutait la Lune à l'aide des premières sondes spatiales, Kuiper était un des grands spécialistes de la Lune. Il a beaucoup étudié la Lune grâce aux sondes spatiales. Il a également contribué à la théorie de la formation du système solaire à partir de la nébuleuse. On sait qu'à l'origine, le système solaire, c'était une espèce de masse gazeuse qui s'est concentrée en le Soleil et aux différentes planètes et autres objets. Kuiper s'est beaucoup intéressé à ce sujet-là. Il a beaucoup fait avancer notre connaissance. Mais surtout, Gerald Kuiper est connu pour avoir établi qu'il existerait une région qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune et dans laquelle il y aurait une importante quantité de petits astres et de comètes. En fait, Kuiper a été celui qui a annoncé que les comètes qui nous viennent du fin fond du système solaire originent en bonne partie d'une certaine région qu'on appelle aujourd'hui la ceinture de Kuiper. C'est la région où se trouvent effectivement Pluton et Arrokoth et autres objets. Et donc, c'est lui qui a hypothétisé qu'il existait une région un peu particulière dans le système solaire, une région qu'on appelle aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Mm-hmm. Donc, on a donné son nom à, on va dire, ce réservoir de comètes. Je crois qu'il y a aussi une famille de satellites qui porte son nom. De quoi il s'agit ? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, la société Amazon a décidé de se doter d'un système de 3200 satellites qui assurerait les communications Internet à la même façon que le fait le système Starlink de SpaceX dont on a souvent parlé. Et à l'époque, Amazon a décidé d'appeler son système le projet Kuiper, justement en référence à Gerald Kuiper, en disant que la ceinture de Kuiper témoigne un peu de ce que veut faire Amazon autour de la Terre en établissant une ceinture qui améliorerait considérablement nos capacités de communiquer via Internet.
Cependant, c'est un peu curieux. D'ailleurs, c'est à peu près le seul exemple où une entreprise décide d'utiliser le nom d'un personnage pour le donner à ses satellites. Souvent, si on pense à SpaceX qui appelle ses satellites Starlink, c'est évidemment pas un personnage. Donc, c'est rare qu'une entreprise décide d'utiliser le nom de quelqu'un ayant vécu. Mais finalement, ce qui est drôle, c'est qu'en novembre dernier, Amazon a décidé de changer le nom de son projet Kuiper pour appeler sa constellation de satellites Amazon Leo. On peut penser qu'une des raisons qui a motivé ce changement-là, c'est que la compagnie veut qu'on associe son nom au projet. Quand on en parle dans les journaux, on veut parler d'Amazon, donc du projet Amazon Leo. Leo, c'est l'abréviation de Low Earth Orbit, orbite basse terrestre. Donc, ce sont des satellites qui sont placés sur orbite basse, comme les Starlink, par la société Amazon, d'où le nom de Amazon Leo qui remplace le nom de projet Kuiper. Le nom de Kuiper faisait peut-être un peu d'ombre à la marque Amazon, on va dire. Exactement. Alors, pour Kuiper, ok, c'est très clair. On évoquait le nuage de Oort. Alors là, le nuage de Oort, c'est une région qui est située très au-delà de la ceinture de Kuiper, dans le système solaire, qui en est même, on va dire, par définition, la limite externe, ce nuage de Oort. Mais alors, qui était ce fameux Jan Oort ? Jan Oort est né en 1900. C'est lui aussi un astronome néerlandais, comme Gerard Kuiper. Et il a apporté des contributions majeures dans notre coopération de la Voie lactée. En fait, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le décrit comme l'un des plus grands astronomes du 20e siècle, qui a révolutionné son domaine grâce aux recherches qu'il a faites et aux découvertes fondamentales qu'a énoncé Oort. Oort a, entre autres, démontré que la Voie lactée tourne sur elle-même un peu à l'image d'un majestueux disque qui tournait sur lui-même, ou si vous préférez, un peu à l'image d'une pizza lancée en l'air, là, comme on voit les Italiens qui préparent leur pizza. La galaxie notre galaxie est très plate, un peu à la forme d'une pizza, et imaginez une pizza qui tourne dans les airs. C'est un peu le concept que Oort a mis en évidence. Il y a aussi Oort montré que le Soleil ne se trouve pas au centre de la galaxie. En fait, jusque dans les années, je pense, 30-40, on avait l'impression que le Soleil, on ne savait pas exactement où il se trouvait dans notre galaxie, on avait l'impression qu'on était au centre de notre galaxie. Et ça, comme je l'ai souvent rapporté dans différents balados, les humains ont la tendance à se considérer d'une façon ou d'une autre comme au centre de l'univers, au cœur de l'univers. C'est une pensée qui est plus forte que tout. Là. Même aujourd'hui, on a beau savoir qu'on habite sur une planète quelconque autour d'une étoile ordinaire quelque part dans la galaxie. On s'imagine que d'une façon ou d'une autre, on devrait quelque chose comme quoi, au centre de quelque chose, c'est plus fort que nous. On peut aussi mentionner qu'en 1932, Oort avait émis l'hypothèse qu'il existe une très, très grande quantité de matière invisible, ce qu'on appelle aujourd'hui la matière noire. Donc, il est un des premiers à avoir imaginé ce concept-là, qui s'est avéré évidemment réel, puisque aujourd'hui, on en a déjà parlé dans un balado sur la matière et l'énergie noire. Donc, Oort a entrevu quelque chose qui existe réellement, même si, quand on parle de matière noire, on n'a aucune idée de quoi il s'agit, mais on sait qu'elle existe. Et enfin, Oort s'est intéressé aussi aux comètes et il a émis l'hypothèse que au fin fond du système solaire, il existe un immense réservoir de comètes, encore plus important que celui énoncé par Kuiper. Donc, c'est la fameuse région de Oort, le nuage de Oort, on l'a habité comme ça. Ce serait de cette région-là que viennent les comètes à longue durée. C'est-à-dire, il y a des comètes qui nous visitent à plus de 200 ans. Des fois, il y en a qui passent à tous les 500 ans, tous les 1000 ans. Ils viendraient du nuage de Oort. Et ce nuage-là de Oort, c'est vraiment la limite du système solaire qu'on n'a pas vraiment encore exploré, comme on l'explique d'ailleurs dans le fameux balado 170, à la recherche d'une 9e planète. On commence à peine à explorer la région de Kuiper et on n'est pas encore rendu dans la région de Oort, dans le nuage de Oort, où là, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Tu nous as parlé de Kuiper et de sa ceinture, tu nous as parlé de Oort et de son nuage, mais alors si je ne me trompe pas, entre Mars et Jupiter, on a oublié une petite région qui est quand même remarquable, c'est une ceinture d'astéroïdes, mais bizarrement, on parle toujours de ceinture d'astéroïdes et on ne lui a pas attribué de nom d'une personnalité
connu. Comment ça se fait? En effet, hein, comme on en parle dans le balado 124, La science en marche, le 2e épisode, dans les années 1800, on s'est mis à découvrir quantité de petits astres, donc de petites planètes qu'on appelait des astéroïdes, et la plupart de celles-ci gravitent entre Mars et Jupiter. Graduellement est ainsi apparue l'idée qu'il existe une ceinture d'astéroïdes, d'où le nom de cette région-là. Par contre, on attribue à personne en particulier la paternité de cette découverte-là, d'où l'absence d'un nom propre. On ne peut pas dire que c'est la ceinture de quelqu'un, parce que c'est un ensemble d'astronomes qui, à la longue, ont repéré un grand nombre de petits astres qui se trouvent dans la même région. Mais donc, comme ça appartient pas, il n'y a pas de découverte qui a été faite par une personne, ben on ne parle pas de la ceinture on parle de la ceinture d'astéroïdes et non pas contrairement à la ceinture de Kuiper et au nuage de Oort. Et alors, il y a un autre nom qui revient souvent dans les discussions sur l'espace, c'est le nom de Lagrange. Les points de Lagrange, c'est souvent ceux dont on parle, ce sont des points d'équilibre gravitationnel entre deux corps célestes. Alors, on prend souvent l'exemple du couple, on va dire Terre-Soleil, et sur ce couple gravitationnel Terre-Soleil, il y a 5 points particuliers de l'espace où, si on place un objet sur l'un de ces 5 points, il reste fixe, il demeure fixe par rapport aux deux astres qui tournent l'un autour de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle les points de Lagrange. Mais ce Lagrange, est-ce que tu peux nous expliquer qui c'était? Absolument. Comme nous le racontons dans le balado 108, La reconquête de la Lune, cette découverte est due à un mathématicien de génie, Joseph-Louis de Lagrange, qui est né en 1736. Ce Lagrange-là, il se passionnait pour les problèmes mathématiques complexes. Il faisait de la mathématique pure à l'époque. Or, dans ses travaux, Lagrange a découvert qu'il existe donc, comme le relatait Cédric, 5 points d'équilibre gravitationnel entre deux corps célestes. Que ce soit, par exemple, entre la Terre et la Lune, il y a 5 points de Lagrange, entre le Soleil et la Terre, etc. Et à l'époque, ces points de Lagrange, ce qu'a découvert Lagrange, c'était une curiosité mathématique qui n'avait aucune utilité. C'était des mathématiques pures. Par contre, aujourd'hui, ces fameux points Lagrange nous sont extrêmement utiles. Pour donner un exemple, le premier point de Lagrange du système Terre-Soleil, il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais du côté du Soleil. C'est-à-dire que si vous placez à ce point-là un engin spatial, il va toujours rester dans l'axe Terre-Soleil tout au long de l'année, alors que la Terre fait le tour du Soleil. C'est l'endroit idéal pour observer le Soleil dans l'espace. Donc, on place des télescopes qui surveillent en permanence le Soleil au point de Lagrange 1. Et tantôt, on parlait de la sonde Parker. La sonde Parker se navigue autour du Soleil, mais il y a au point Lagrange 1 des observatoires solaires, entre autres américains et européens, japonais d'ailleurs, je pense, et qui observent en permanence le Soleil pour, entre autres, voir venir les fameuses tempêtes solaires. Vous entendez des fois parler qu'il y a une tempête solaire qui pourrait affecter nos systèmes électriques ou même créer les aurores boréales. C'est parce qu'il y a des satellites qui sont situés à 1,5 millions de kilomètres de la Terre, donc plus proche du Soleil que nous le sommes, et qui voient venir les tempêtes solaires avant que ces tempêtes-là nous arrivent sur Terre, parce que ça prend des fois quelques jours avant que la tempête nous arrive. Fait que ce sont des espèces de satellites météo de l'espace. Il y a un deuxième point. Le deuxième point, Lagrange, c'est la même chose. Il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais de l'autre côté. On pourrait dire en direction de l'orbite de Mars. Et c'est l'endroit idéal pour observer l'univers. C'est là qu'on a installé d'ailleurs le télescope Webb, et c'est là et ainsi que plusieurs autres télescopes, notamment européens. C'est vraiment l'endroit, si vous voulez observer l'univers, vous placez votre télescope là, il va rester donc toujours à peu près au même endroit. Évidemment, la Terre fait le tour du Soleil, le télescope fait aussi le tour du Soleil en 365 jours. Donc, par rapport à nous, il semble fixe, mais en faisant ça, il balaie tout l'univers. Donc, les 2 premiers points sont très utiles aujourd'hui. Il y a 3 autres points dont on a parlé dans d'autres balados qui sont un peu plus spécialisés. Mais autrement dit, ce qui est intéressant, comme je le ratais dans le balado sur la reconquête de la Lune, c'est que il y a quelques siècles, un savant a fait des découvertes, un mathématicien a fait des découvertes de mathématiques pures qui n'avaient apparemment aucune utilité.
Par contre, 300 ans plus tard, ces découvertes-là nous sont extrêmement utiles. Alors après Webb, Kuiper, Oort, Lagrange, ce serait pas mal qu'on mette un petit mot, qu'on dise un petit mot sur Hubble quand même, parce que Hubble a son nom associé lui aussi, comme Webb d'ailleurs, à un des plus célèbres télescopes spatiaux. Qui était Hubble? Hubble, on en a souvent parlé, entre autres dans le balado 50, je vous réfère parce que l'histoire est intéressante. C'est le balado 58 plutôt, c'est le balado qui s'intitule Georges Lemaître, le père du Big Bang. Hubble a découvert dans les années 1920 que notre univers n'est pas composé que d'une galaxie, comme on l'a pensé à l'époque. À l'époque, on pensait, il y a 100 ans, là, on pensait que l'univers était essentiellement constitué d'une galaxie, la nôtre. Et Hubble a découvert que, non, il n'y a pas une galaxie, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. En fait, aujourd'hui, on estime que le nombre de galaxies se monte à quelque chose comme 2000 milliards de galaxies. Quand on y pense, il y a un siècle, on pensait qu'il y en avait juste une. Et Hubble a aussi observé un phénomène un peu renversant, c'est que toutes ces galaxies-là semblent s'éloigner de nous. Il a donc mis en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion de l'univers. Par ailleurs, son collègue Georges Lemaître, qui est un chanoine belge, lui, il a imaginé l'inverse. Il s'est dit, si l'univers est en expansion, si Edwin Hubble montre que tout s'éloigne de nous, si on fait le processus inverse à rebours, on va arriver à un jour où tout était concentré à un seul endroit. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Donc, les deux ont vraiment fait des découvertes en parallèle à partir des mêmes observations. On pourrait dire d'une certaine façon que Edwin Hubble a fait exploser l'univers, tandis que Georges Lemaître l'a fait imploser. C'est donc deux personnages fort importants qui ont marqué l'histoire de l'astronomie, comme on en parle dans le balado 58. Et Hubble, évidemment, étant donné qu'il a découvert que l'univers était constitué de centaines de milliers de milliards de galaxies, on lui a donné le nom du grand télescope de la NASA des années 90-2000, le fameux Hubble Space Telescope. Et alors, il y a peut-être quelque chose que les auditeurs, d'ailleurs, ont dû remarquer au fur et à mesure de notre discussion, c'est que la plupart, si ce n'est tous les noms qu'on évoque jusqu'ici, sont des noms d'hommes, essentiellement. On ne fait pas beaucoup de place aux femmes dans la désignation d'engins ou de zones de l'espace? C'est malheureusement le cas. En fait, on tente un peu de remédier à la situation actuellement en donnant comme ça le nom à des femmes, mais les exemples sont en donnant le nom de femmes à des engins spatiaux, mais les exemples sont assez rares. Le premier exemple notable dont on pourra parler est celui de Sojourner. Peut-être certains d'entre vous s'en souviendront, c'est le premier petit astromobile qui a exploré la surface de Mars à l'été de 1997. Or, cette appellation vient d'une femme qui s'appelle Sojourner Truth. En fait, c'est un surnom parce que son véritable nom, c'est Isabelle Bonfrey. C'est une femme noire qui est née vers 1797, on n'est même pas certain de son année de naissance, dans l'État de New York. C'était une prédicatrice évangéliste, mais surtout, Sojourner Truth a été une réformatrice qui figure parmi les abolitionnistes afro-américaines. Là, à cette époque-là, au début des années 1800, il y a l'esclavage qui existe aux États-Unis et il y a des gens courageux, dont Mme Truth, qui se sont élevés pour proposer l'abolition de l'esclavage, qui était tout un combat à l'époque. Elle était aussi une grande militante pour le droit des votes des femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes ont le droit de voter depuis quelques décennies, tout au plus, depuis moins d'un siècle, à peine un siècle dans certains cas, et c'était une des militantes. Fait imaginez-vous, si vous êtes dans les années 1800, vous êtes une femme, vous êtes une noire, à l'époque où règne l'esclavage, et vous vous battez contre l'esclavage et pour le droit des femmes. C'était quelqu'un qui avait sûrement pas froid aux yeux, et c'est pour ça qu'on l'a honoré en nommant le premier petit robot qui a exploré la surface de Mars, le petit astromobile Sojourner. Ouais, c'est un bel hommage, et puis en plus, ça permet d'apprendre ou de rappeler que, enfin, moi j'étais persuadé que le fameux petit rover là, à 6 roues avec des panneaux solaires qu'on voit souvent sur les photos, j'étais persuadé que le nom de cet engin c'était Pathfinder.
Et en fait, Ça, c'est un Pathfinder, c'était suivant. le nom de la mission. C'est ça, exactement. C'était la mission Pathfinder, dans laquelle il y avait le petit Sojourner. Le petit Sojourner. Et donc, ce petit robot, ce petit rover, son nom, c'est Sojourner. Exactement. Et maintenant, on sait à quel hommage c'est rendu. Et alors, dans le même esprit, puisqu'on parle de nom de femme, il y a aussi le futur astromobile Rosalind Franklin, je crois, que les Européens espèrent faire arriver un jour jusqu'à Mars. Alors, ce petit véhicule tout-terrain, il était, je crois, sur le point d'être lancé en 2022 par une fusée russe. Et puis, c'est arrivé au moment de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Donc, ce projet a été forcément retardé, on le comprend. Cela dit, je crois que cet engin, cette mission, devrait être lancée pour 2028 par une fusée fournie par la NASA. Mais si j'ai bien compris, l'administration Trump a coupé les fonds et a réduit les budgets. Voilà, et il y a donc une petite querelle entre le Congrès et puis l'administration américaine. Exactement. En fait, l'administration Trump a proposé d'annuler tous les fonds alloués à ce projet-là au lancement de la sonde Rosalind Franklin, mais le Congrès s'oppose à ces coupures-là, fait qu'il va falloir suivre la suite. Est-ce que le lancement va avoir lieu vers 2028 ou pas? À suivre. Entre-temps, on peut parler de Rosalind Franklin, qui est une physico-chimiste qui est née en 1920. C'est une pionnière de la biologie moléculaire. Elle a, entre autres, participé activement à la découverte de la structure de l'ADN. L'ADN, qui est notre code génétique, qui a une forme un peu hélicoïdale. Je pense qu'on a tous l'image d'une espèce d'échelle tordue qui monte, dans laquelle il y a tout notre code génétique. Elle est l'une de celles qui a mis en évidence cette structure-là assez particulière qui nous a fait comprendre comment se transmet la vie. C'est intéressant de penser que c'est un personnage dont on n'a pas entendu parler, un peu comme Sojourner Truth tantôt. Ça nous permet de découvrir des femmes qui ont joué des rôles très importants en sciences, mais qui malheureusement sont passées un peu inaperçues au moment où elles faisaient leur carrière. Et dans le registre des noms de femmes, je crois qu'il y a également un prochain grand télescope américain de la NASA qui devrait porter le nom de Nancy Grace Roman. Alors, qui était cette Nancy Grace ? Quand on parle du prochain télescope, c'est un télescope, l'équivalent, on parle toujours que c'est comme l'équivalent du télescope Hubble, mais avec un champ de vision 100 fois plus vaste. Hubble, il y a une vision très précise, mais très pointue. Là, le télescope Raman devrait avoir une vision beaucoup plus vaste, donc faire des découvertes remarquables. En fait, on peut se demander qui est Nancy Grace Roman. C'est une astronome américaine qui est née en 1925. C'est l'une des premières cadres femmes à la NASA. Hein. Imaginez-vous, dans les années 60, la NASA, comme toute autre organisation, c'est essentiellement masculin, hein? tous des hommes qui dirigent, que ce soit le programme spatial, que ce soit les activités militaires, de l'éducation, n'importe quoi. Elle est l'une des premières cadres donc à figurer dans la NASA et on la considère souvent comme étant la mère du télescope Hubble, c'est-à-dire celle qui a participé à l'élaboration du projet, qui a fait en sorte... Parce qu'il faut savoir, un projet comme Hubble ou comme Webb ou n'importe quoi, ça s'étend sur des décennies. Hein. Il y a des gens qui ont d'abord l'idée, qui doivent soumettre l'idée à leur patron, qui doivent ensuite la soumettre pour aller chercher les crédits. Ça prend souvent 20-30 ans à développer un télescope comme Hubble, comme Webb et autres. Et donc, elle est une de celles qui a instigé le fameux télescope qui allait un jour être appelé Hubble. Et tout au long de sa carrière, Nancy Roman a été une conférencière et une enseignante très active qui a toujours fait beaucoup de place aux femmes dans les sciences, qui a beaucoup motivé les jeunes femmes à dire « Venez en sciences, on a notre place, on a un rôle à jouer ». Et c'est donc quelqu'un qui a fait avancer probablement la carrière de beaucoup de femmes. En principe, le télescope Raman devrait être lancé d'ici la fin de cette année, l'année 2026. Donc, c'est à suivre. Quand donc le télescope va s'envoler, vous saurez un peu que celle à qui on a donné le nom au télescope, c'est une pionnière des sciences dans le domaine spatial. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de l'association justement de certains personnages, certaines personnalités avec des engins ou des objets spatiaux.
Effectivement, je trouvais ça intéressant d'avoir cette approche à la fois pour peut-être réexpliquer ou donner des informations sur justement ces engins ou ces zones spatiales, et puis d'en savoir un petit peu plus sur les noms quand même qu'on entend régulièrement, et puis de savoir à qui il rend hommage, à quels travaux aussi il rend hommage. Alors, j'imagine qu'on pourrait continuer ce balado pendant pas mal d'heures, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur ces grands noms de l'espace. Tout à fait. Hein? En fait, chaque fois qu'on attribue le nom de quelqu'un à un engin spatial ou à une parcelle du système solaire, ça peut être l'occasion pour nous d'apprendre à connaître et à découvrir un homme ou une femme qui a fait avancer notre connaissance. En ce sens, ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir qui se cache derrière le nom dont on souvent découvre l'existence. Hein. On risque alors de découvrir quelqu'un qui est inspirant. Hein. Quand on regarde, je reviens encore au balado 58, quand on raconte l'histoire de Lemaître, de Georges Lemaître et de Hubble, de Edwin Hubble, ben, tu dis, hey, c'est des gens qui ont fait avancer notre connaissance. Quand on regarde les découvertes que d'autres chercheurs ont faites, ben, ça nous permet de découvrir des gens qui sont inspirants, puis de dire, ben, s'il y a des gens qui ont fait ça, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose nous aussi. Ouais, et on peut ajouter aussi qu'à travers tes explications, ce que tu nous as précisé dans ce balado, on comprend qu'effectivement, c'est assez complexe et ça le devient forcément de plus en plus de donner des désignations à tous ces objets spatiaux et à toutes ces zones spatiales. On pourrait même dire que ça devient très très difficile de trouver des choses simples. Ça risque de se complexifier par la suite. Tout à fait. Hein? En fait, il y a de plus en plus de projets spatiaux, de satellites et de projets. Il y a aussi, on découvre de plus en plus d'objets dans l'espace. On pourrait prendre juste un exemple. Hein? La découverte de milliers d'exoplanètes qui gravitent autour d'étoiles lointaines. On n'a pas encore trouvé une façon relativement simple de les nommer. Souvent, on leur donne un matricule, hein, pas très sexy, là. Donc on leur donne un numéro quelconque. On n'a pas encore trouvé donc une façon, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour désigner ces objets célestes-là comme désigner des engins spatiaux. Tout ça, ça montre hein, qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe compte tenu de tout ce qu'on découvre et de tout ce qu'on fait dans l'espace. C'est peut-être aussi dire que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, qui est à la fois quelque chose de merveilleux, de stimulant, mais en même temps d'embêtant. C'est intéressant le monde dans lequel on vit, mais c'est un monde qui est de plus en plus complexe. Mmh. Et effectivement, tant qu'on n'avait pas beaucoup exploré l'espace, on pouvait se contenter de piocher dans la mythologie gréco-romaine, mais au fur et à mesure qu'on découvre tous ces objets ou qu'on envoie des engins, on manque peut-être de plus en plus d'inspiration. Exactement. Tu sais, imaginons à l'époque là, où on connaissait qu'il y avait 7, 8, 9 planètes dans le système solaire. C'était facile de trouver des noms. Aujourd'hui, on découvre des milliers d'objets dans le système solaire. Donc, les choses, là, on a besoin de d'autres mythologies. C'est peut-être là, hein, un défi que relèveront un jour certains de nos jeunes auditeurs ou auditrices. En fait, sur quelle base ou de quelle façon pourrait-on recourir pour désigner nos prochains engins spatiaux ou les objets célestes qu'on va découvrir? En fait, il y a peut-être matière à réfléchir. Moi, j'invite donc nos jeunes auditeurs qui sont à l'écoute, peut-être faire preuve d'imagination, d'essayer de vous demander comment on pourrait procéder, par exemple, pour nommer de façon astucieuse les prochaines planètes qu'on va découvrir ou les prochains astres ou les prochains satellites. J'invite donc les jeunes à réfléchir. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui va avoir une idée géniale et qui va même passer à l'histoire. Ah moi, je proposerais bien le nom de Claude Lafleur, par exemple. J'en suis pas encore rendu là. Qui sait? On en parlait, mais on en a parlé un peu dans l'introduction, je pense. Comment on se sentirait si on savait un jour que notre nom était utilisé un peu comme, tu sais, si j'étais Galilée, là, je me disais, hey, un jour, on va nommer des satellites en mon honneur, on va nommer des sondes spatiales. Évidemment, dans le cas de Galilée, on ne peut pas imaginer qu'un jour on lancerait des sondes spatiales, mais comment est-ce qu'on se sent? Malheureusement, ça arrive toujours après notre mort, fait qu'on ne le sait pas, mais je serais très surpris qu'un jour on utilise mon nom. Mais... Imagine aussi qu'il y aura peut-être des balados dans le futur qui expliqueront qui était Claude Lafleur.
Peut-être. D'ailleurs, on rigole un peu, mais on a l'intention, quand l'aventure va se terminer, de placer les balados dans des archives. Il y a des archives Internet qui fait qu'effectivement, ça se peut que dans 50 ans ou dans 100 ans, il y a des gens qui vont dire « Hey, au 21e siècle, il y avait une jeune équipe qui proposait de raconter l'histoire telle qu'elle se passait à ce moment-là. » Effectivement, ça pourrait devenir un document historique. C'est un des rêves que j'ai, non pas de passer à l'histoire, mais de dire peut-être que ça va laisser des traces, puis un jour, des gens vont nous écouter en disant « Voici comment on racontait l'exploration spatiale au début du 21e siècle. » On pourrait dire que ça conclut un peu le balado d'aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement Cédric qui a eu l'idée de ce balado-là et avec qui on vient de le faire ensemble. Cédric, c'est un nouveau collaborateur qui s'est ajouté à Voyage dans l'espace et c'est pour moi un des beaux moments de l'année. C'est un des beaux événements de l'année 2025. L'ajout de Cédric qui a contribué à ce balado et à d'autres idées de balado. Merci Cédric, j'apprécie énormément. J'en profite aussi pour remercier, je le dis, puis je le répète, puis je vous le dis à quel point c'est important, mais nos supporters Patreon, ils jouent vraiment un rôle fort important dans la suite de l'aventure, parce que si ce n'était pas d'eux, ça serait un peu décourageant de dire on fait tout ça sans aucun appui. On apprécie énormément la contribution des Patreons qui nous aident financièrement et c'est une aide qui est importante. Par ailleurs, on est content de faire en sorte que le balado reste gratuit. Jamais on va faire en sorte que le balado devienne seulement payant. Ceux qui ne paient pas n'auront pas accès. On veut que le balado reste gratuit, mais c'est important, l'appui de nos Patreons. Je vous remercie ceux qui le sont. Puis si jamais vous avez le goût de nous appuyer, sachez que c'est important. C'est peut-être un petit geste, mais c'est un geste qui compte énormément. Quant au prochain balado, j'aime ça des fois l'annoncer, mais le prochain, je ne sais pas exactement ça va être lequel, parce que peut-être qu'on va parler d'actualité, peut-être qu'on va parler d'Artemis 2, peut-être qu'on va parler de la conquête de l'espace, je ne sais pas encore. Il faut savoir qu'au moment où on enregistre, Cédric et moi, on est le 18 décembre, donc avant les fêtes, alors que vous l'écoutez après les fêtes. On s'en va 2 semaines en vacances, ça va nous faire du bien. Et au retour des vacances, je vais réfléchir à quel sera le prochain balado. Entre-temps, si vous avez le goût de nous écrire, si vous avez le goût de m'écrire, j'aime toujours avoir de vos nouvelles. D'ailleurs, c'est comme ça que Cédric a pris contact avec nous et qui est devenu un des collaborateurs, un des précieux collaborateurs de Voyage dans l'espace. Et si vous avez donc des fois des suggestions à nous faire, ça peut donner lieu à des balados. Si vous avez des commentaires, des fois, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils aiment moins telle chose, ils aiment plus telle autre chose. On en tient compte. Et c'est toujours un plaisir d'apprendre aussi à vous connaître. J'aime beaucoup quand les gens me racontent qui ils sont, dans quel cadre ils nous écoutent. Donc, ça aussi, c'est stimulant. Le matin où j'ouvre ma boîte de courriel et je vois que j'ai 1 ou 2 messages de quelqu'un qui nous écrit en disant « Hey, je vous écris, j'ai le goût de vous parler un peu, parler un peu de ce que je fais, de ce que je vis, de comment je vous écoute. » Il y avait récemment quelqu'un qui m'a écrit, j'ai trouvé ça charmant. C'est quelqu'un qui travaille dans la forêt, éloigné de tout, là, je sais pas si c'est dans le Grand Nord canadien, et qui nous écoute, tout en faisant son travail de foresterie. J'ai trouvé ça absolument charmant de penser qu'il y a quelqu'un quelque part, comme il dit, j'ai les 2 pieds dans le sol et j'ai le regard au ciel. C'est absolument charmant. Donc, si vous avez le goût de nous écrire, sachez que ça me fait toujours très, très plaisir de vous lire et de vous répondre. L'adresse, c'est toujours la fameuse adresse baladovde@gmail.com. baladovde@gmail.com. Et sur ce, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Personnellement, je m'en souhaite de belles fêtes et j'en souhaite de belles fêtes à Cédric. Et on recommence bientôt une 9e année de Voyage dans l'espace et je peux déjà vous dire que mon carnet de sujets, il est déjà bien rempli, mais il y a toujours de la place pour changer les sujets parce que mon calendrier change régulièrement, je change mes sujets, j'inverse les balados. Il y a des balados que j'avais l'intention de faire que je ne ferai jamais, d'autres balados qui s'ajoutent entre-temps. C'est une activité qui est toujours en mouvance et c'est un plaisir de le faire. Donc, la prochaine fois, dans 2 semaines, on commence la 9e année de Voyage dans l'espace. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2026.